Ma femme, la PDG, m'a renvoyé devant tout le monde. Son frère m'a chassé de chez nous. J'ai simplement souri. Quelques jours plus tard, pour un contrat de 150 000 €, elle a pâli en me voyant aux côtés de sa plus grande rivale. La roue tourne. Le ronronnement du climatiseur du département de la conformité s'est éteint dès que l'interphone a cliqué. Mon épouse, Solange, directrice générale par intérim, n'a pas pris la peine d'un appel privé ou d'une réunion à huis clos. Sa voix a résonné sur les murs de verre, dégoulinant d'un dédain glacial qui a figé 40 employés à leur bureau. « Aujourd'hui est votre dernier jour », a-t-elle déclaré, les mots suspendus dans l'air vicié, ou mendier un centime. Avant que je puisse même digérer l'humiliation d'être publiquement exécuté par ma propre femme, son frère Marc est intervenu, son ricanement pratiquement audible à travers le haut-parleur. « Ne rentrez pas. Vos clés sont inutiles. J'ai jeté vos affaires à la poubelle. » Ma poitrine s'est serrée, un poing froid m'a serré les poumons. La femme avec qui j'avais passé 5 ans à construire une vie me dépouillait de ma dignité, de mon emploi et de ma maison, le tout devant un public. Mais je n'ai pas crié. J'ai juste souri. Comment un mariage s'était-il transformé en exécution publique? Et que ne savait-il pas que j'avais dans ma poche? Le silence qui a suivi était suffocant. Je pouvais sentir les yeux des jeunes auditeurs et analystes de risque brûler ma nuque. Personne ne tapait. Personne ne respirait. J'ai baissé les yeux sur le lourd stylo en acier qui reposait dans ma main, un cadeau que je m'étais offert lorsque j'avais réussi mes examens d'audit senior. Mes phalanges étaient blanches. Le tableur devant moi contenait les évaluations préliminaires des risques pour l'accord immobilier commercial de 150 millions € que Solange et Marc poussaient depuis des semaines. J'avais trouvé quelque chose d'enfoui profondément dans les coups des études de terrain, quelque chose qui sentait la pourriture. Et maintenant, j'étais éliminé avant de pouvoir officiellement le signaler. Je n'ai pas appuyé sur le bouton de l'interphone pour discuter. Discuter avec Solange, c'était comme essayer de raisonner avec un orage. Elle ne respectait que le pouvoir. Et dans ce bâtiment, elle détenait toute la foudre. Au lieu de cela, j'ai lentement refermé mon stylo et l'ai rangé dans ma sacoche en cuir usé. Mes mains étaient remarquablement stables pour un homme dont la vie venait d'être dynamitée. J'ai cherché le badge de sécurité en laiton accroché à ma ceinture. Il était lourd, usé sur les bords. Le père de Solange, Barthélemy, me l'avait donné il y a des années, quand il était encore lucide, avant de laisser ses enfants transformer l'entreprise en leur tirelire personnel. Gardez les détails, chevalier, m'avait-il dit. Les gens cachent leur vrai visage dans les marges. J'ai décroché le badge et l'ai posé sur le bureau. Le tintement métallique a retenti comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. La voix de Marc a crépité de nouveau à travers le haut-parleur, agacé par le manque de supplication. « Es-tu sourd, chevalier? La sécurité monte pour te raccompagner jusqu'au trottoir. Laisse l'ordinateur portable de l'entreprise. Ne touche pas au fichier. Si tu prends ne serait-ce qu'un post-it, je porterai plainte pour vol d'entreprise. » Il était impatient, trop impatient. Marc était l'enfant prodige. Un homme qui n'avait jamais gagné un euro qu'il n'avait pas hérité. Pourtant, il se promenait comme s'il avait inventé la richesse. Il me haïssait parce que j'étais un col bleu, parce que j'avais construit mon propre logiciel pour suivre la conformité. Et parce que je voyais clair à travers ses costumes sur mesure. Je me suis penché en avant, appuyant enfin sur le bouton de conversation de ma console. Compris, ai-je dit, en gardant ma voix plate, dépourvue de toute émotion dont ils auraient pu se nourrir. C'était tout. Juste un mot. Je savais que cela rendrait Solange folle. Elle se nourrissait de drame. Elle voulait que j'explose, que j'aie l'air instable devant le personnel, pour justifier cette termination soudaine et brutale. Je lui ai refusé ce plaisir. J'ai ramassé ma sacoche personnelle, glissant mon propre disque dur chiffré dans la poche intérieure. Le disque était à moi. Je l'avais acheté. Je le possédais. Et le logiciel de conformité fonctionnant sur le réseau de l'entreprise était sous licence à mon nom, un détail qu'ils avaient commodément ignoré lorsqu'ils avaient essayé de me bloquer l'accès. 2 gardes de sécurité sont sortis de l'ascenseur. C'étaient de jeunes hommes avec qui je partageais le café à la salle de repos. Ils avaient l'air mortifiés. Je leur ai fait un signe de tête, leur évitant la peine de me demander de bouger. J'ai dépassé les bureaux vitrés. Le jeune analyste,
un jeune homme nommé Théo, a levé les yeux grands et pâles. « Je suis désolé, monsieur Chevalier, a-t-il murmuré. « Ne soyez pas désolé, Théo, ai-je répondu doucement. Rappelez-vous simplement ce que vous avez entendu aujourd'hui. Je suis entré dans l'ascenseur, les portes se sont refermées, coupant l'accès aux escaliers. Tandis que la cabine descendait vers le hall, j'ai aperçu mon reflet dans les portes en acier poli. J'avais l'air fatigué. 5 ans de mariage avec Solange m'avaient fait vieillir de 10 ans. J'avais passé chaque heure d'éveil à essayer de prouver que j'étais digne du respect de sa famille. Réparer leur désordre financier, enterrer discrètement les coûteuses gaffes de Marc, seulement pour être mis de côté au moment où je trouvais une gaffe qu'il ne voulait pas enterrer. Il voulait que je parte avant vendredi. L'accord de 150 millions d'euros devait être signé par Barthélemy et l'arbitre commercial, Olivier. Solange et Marc avaient besoin de ma signature sur l'autorisation de risque. Puisque je ne la leur donnerais pas, ils ont simplement retiré l'officier de risque. Je suis sorti par les portes vitrées tournantes dans l'air humide de l'après-midi. Le ciel de Lyon était d'un violet contusionné, menaçant la pluie. J'ai marché jusqu'à l'extrémité du parking où ma vieille camionnette était garée parmi une mer de voitures de sport importées. Je suis monté dans la cabine, le tissu usé du siège familier et rassurant. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Solange. Ce n'était pas un message d'entreprise, mais un message personnel. Destiné à enfoncer le couteau. Je pensais ce que j'ai dit. Les serrures sont changées. Ne t'embête pas à venir à la maison. Tes vêtements sont dans des sacs noirs sur le trottoir. Le mariage est terminé. Tu es mort. J'ai fixé l'écran lumineux. Elle était impitoyable. Elle pensait m'avoir dépouillé jusqu'à l'os. Elle pensait que j'étais juste un auditeur col bleu qui avait eu la chance d'épouser la richesse. Et maintenant que la richesse me rejetait, je me tairais dans un trou et disparaîtrais. J'ai tapé une réponse, l'ai supprimée, et j'ai jeté le téléphone sur le siège passager. J'ai tourné la clé, le vieux moteur a démarré en rugissant. Il pensait m'avoir mis dehors dans le froid. Mais ce que Solange et son arrogant frère n'avaient pas réalisé, c'est qu'ils n'avaient pas seulement viré un mari. Ils avaient viré l'homme qui avait construit l'architecture même de leur sécurité financière. Ils avaient oublié qui avait conçu le système d'alarme, et ils n'avaient aucune idée que je détenais toujours le code maître. Que arriverait-il quand ils réaliseraient que la maison dont ils essayaient de me bloquer l'accès était construite sur mes fondations? La pluie a commencé à tomber alors que je quittais le parking de l'entreprise. De grosses gouttes tambouraient contre le pare-brise de ma camionnette. Le son rythmique me calmait habituellement, mais aujourd'hui, il sonnait comme une horloge qui tourne. J'ai conduit sans destination en tête, laissant la mémoire musculaire des rues glissantes et grises me guider. Mon esprit était un musée chaotique de douleurs, rempli d'expositions que j'avais essayé d'ignorer pendant 5 ans. Je me suis souvenu de la première crise majeure que j'avais gérée pour la famille. Nous n'étions mariés que depuis 1 an. L'entreprise était confrontée à une énorme pénalité fiscale due à la négligence flagrante de Marc dans la division logistique. Je suis resté éveillé pendant 3 nuits d'affilée, épluchant des milliers de factures, trouvant des failles juridiques et restructurant la dette. J'ai fait économiser près de 2 millions d'euros à l'entreprise familiale. Lors du dîner de victoire ce week-end-là, Barthélemy s'est levé, a levé son verre de scotch cher et a porté un toast à Marc. Il a loué la résilience de son fils sous la pression. Solange était assise à côté de moi, souriant à son frère, et m'a tapoté le genou sous la table. « Tu as bien travaillé, chevalier » avait-elle murmuré, comme si j'étais un chien fidèle qui avait rapporté un bâton. J'ai ravalé ma bile et j'ai souri en retour. C'était l'exposition A du musée. J'étais le fantôme qui faisait le travail pendant que l'enfant prodige recevait la couronne. L'exposition B était le cadeau d'anniversaire. J'avais économisé pendant des mois pour acheter à Solange un collier de diamants vintage qu'elle avait admiré dans un catalogue. Quand je le lui ai donné, elle a souri, m'a embrassé la joue et m'a tendu une boîte emballée. À l'intérieur se trouvait une chemise en coton générique et bon marché. Ce n'est pas le coup qui a fait mal. C'est le manque de réflexion. 2 semaines plus tard, lors d'une retraite d'entreprise, j'ai vu Didier, le courtier externe slick qui semblait toujours rôder autour de ma femme, portant une toute nouvelle Rolex Daytona. Solange avait mentionné avec désinvolture qu'elle l'avait aidé à la choisir comme bonus pour un bon trimestre. Le regard que Didier m'a lancé de l'autre côté de la pièce ce soir-là, un sourire plein de pitié et de triomphe, m'a brûlé la mémoire.
L'exposition s'est été le poison constant de Thérèse, l'assistante exécutive et meilleure amie de Solange. Thérèse était une chambre d'écho ambulante des pires traits de Solange. Chaque fois que j'entrais dans le bureau de direction, Thérèse faisait un commentaire bruyant sur mes bottes ou ma camionnette ou sur le fait que quelqu'un avec un diplôme d'école publique ne devrait pas s'occuper des grands livres sensibles de la famille. Solange ne l'arrêtait jamais. Elle se contentait de siroter son café et de faire semblant de ne pas entendre. J'ai serré le volant plus fort. Pendant 5 ans, j'ai été le bouclier invisible protégeant leur empire. Ils me toléraient parce que j'étais utile. Mais au moment où j'ai remis en question l'accord de 150 millions d'euros, au moment où j'ai demandé à Didier les reçus bruts concernant les coûts de l'enquête foncière, je suis devenu une menace. Avez-vous déjà tout donné à une famille? Sacrifier votre propre tranquillité d'esprit pour bâtir leur succès, seulement pour être traité comme un serviteur jetable au moment où vous cessez d'être commode? Je me suis garé sur le parking d'un motel bon marché à la périphérie de la ville. L'enseigne néon bourdonnait. La moitié des lettres étaient éteintes. C'était bien loin de la vaste propriété que j'avais partagée avec Solange, la propriété que j'avais méticuleusement entretenue, réparant le toit, aménageant la cour pendant qu'elle organisait de somptueuses fêtes pour des gens qui ne se souvenaient pas de mon nom. J'ai payé une chambre en espèces. La chambre sentait la vieille fumée et le nettoyant industriel. La couverture de lit était un imprimé floral délavé, et le seul bureau vacillait quand j'ai posé ma sacoche. Je m'en fichais. C'était calme. C'était hors de leur portée. J'ai sorti mon disque dur chiffré et l'ai branché sur mon ordinateur portable de secours. L'écran s'est allumé, baignant la pièce sombre d'une lumière bleue dure. Je devais savoir exactement à quoi j'avais affaire avant vendredi. J'ai ouvert ma boîte de réception personnelle. Il y avait un message, marqué comme urgent. Il venait d'Yvonne, une partenaire de niveau intermédiaire à la banque gérant le compte séquestre pour le gros accord. Yvonne était une travailleuse méticuleuse, le genre de personne qui vérifiait chaque copie carbone. Nous avions travaillé ensemble sur des audits précédents et elle respectait ma minutie. L'objet disait « Facture mal acheminée. Veuillez l'envoyer à Marc ». J'ai cliqué pour l'ouvrir. Yvonne avait joint un PDF. Son message était bref. « Salut, chevalier. Je pense que ton beau-frère m'a donné la mauvaise adresse de réacheminement pour ses dépenses externes. C'est revenu de son serveur. Peux-tu la lui remettre ? Nous en avons besoin avant la signature de vendredi. » J'ai ouvert la pièce jointe. C'était une facture de 45 800 €. Le fournisseur était répertorié comme Conseil Apex, catégorisé sous « Études foncières et hôtellerie », mais il y avait une adresse de facturation secondaire enfouie au bas de la page. Un expéditeur lié directement à une SARL privée. J'ai passé la SARL dans ma base de données. L'agent enregistré était Didier. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas une étude foncière. C'était un pot de vin. Didier siphonnait de l'argent de l'accord et Marc l'approuvait. Mais 45 000 € était un chiffre étrange pour un pot de vin d'entreprise sur un accord de 150 millions d'euros. C'était trop petit, à moins que ce ne soit pas un pot de vin. J'ai recoupé les dates de la facture avec le calendrier de voyage d'entreprise de Solange. Les dates correspondaient à un week-end de retraite qu'elle aurait pris dans un spa à Bordeaux pour décompresser. Les frais d'hôtellerie sur la facture cachée de Didier s'alignaient parfaitement avec les frais de séjour de luxe. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Ils ne volaient pas seulement de l'argent. Didier et Solange avaient une liaison, et ils enterraient les coûts de leur infidélité de luxe dans les grands livres de l'entreprise pour le plus grand accord que la famille ait jamais tenté. Marc savait. Marc approuvait les dépenses pour garder Solange heureuse, et Didier utilisait son influence avec Solange pour faire avancer le contrat massif. Je me suis rassis dans la chaise branlante du motel, fixant l'écran. La douleur de la trahison était aiguë. Un couteau dentelé se tordant dans mes entrailles. Mais sous la douleur, une logique froide et dure a commencé à se solidifier. Ils m'avaient viré pour m'empêcher de trouver cela. Ils avaient jeté la mémoire de ma mère à la poubelle et changé les serrures pour briser mon esprit. Ils voulaient me voir démuni et silencieux. J'ai regardé les chiffres lumineux sur l'écran. Que arrive-t-il quand l'homme qu'ils ont jeté réalise qu'il détient l'allumette pour leur château de cartes? La pluie continuait de battre contre la seule fenêtre tachée de saleté de la chambre de motel. L'horloge numérique sur la table de chevet indiquait 2 heures du matin, les chiffres rouges saignant dans l'obscurité.
Je n'avais pas bougé du bureau bancal pendant des heures. Mes yeux brûlaient à force de fixer les feuilles de calcul, mais mon esprit fonctionnait avec une clarté cristalline effrayante. La facture de 45 800 € était le fil, et je le tirais jusqu'à ce que tout le vilain pull se démaille. J'ai creusé plus profondément dans la SARL Conseil Apex. C'était une société écran, magnifiquement construite, le genre de camouflage d'entreprise que l'on apprend à repérer seulement après des années de comptabilité judiciaire. Didier l'avait créé il y a 3 ans. 3 ans. Cela signifiait que l'affaire, ou du moins l'enchevêtrement financier, durait bien plus longtemps que cet accord immobilier actuel. La trahison n'était pas un moment de faiblesse. C'était une routine établie. Mon téléphone jetable a vibré violemment contre le plaquage bon marché du bureau. Une seule personne avait ce numéro. Je l'ai décroché. Chevalier. La voix était vive, discrète et teintée d'adrénaline. C'était Aline. Aline était la spécialiste principale en informatique judiciaire de l'entreprise. Elle était brillante, abrasive et fondamentalement allergique à la politique d'entreprise. Nous nous entendions parfaitement parce qu'aucun de nous ne se souciait de bien paraître. Nous ne nous soucions que des données. Aline, ai-je dit, en gardant ma voix basse. Tu ne devrais pas m'appeler. Marc a clairement dit qu'associer avec moi était un motif de licenciement. Au diable Marc, a-t-elle claqué. Le gars pense qu'un pare-feu est quelque chose que l'on construit avec de vraies briques. Écoute-moi. Il y a 10 minutes, Marc est descendu à la salle des serveurs. Il suait à travers son costume de soie. Il m'a ordonné d'effectuer un effacement complet sur ta station de travail locale et de geler tous tes identifiants réseau. Il veut que ton empreinte numérique soit éradiquée avant le lever du soleil. Je me suis penché en avant. L'as-tu fait? Je lui ai dit que l'effacement prendrait quelques heures pour s'exécuter en toute sécurité sans déclencher les alarmes de conformité automatisées, a dit Aline, avec un soupçon d'autosatisfaction dans le ton. Il l'a cru et est retourné à son bureau aux pentouses pour boire. Mais Chevalier, il est sérieux. Il fait venir une entreprise technologique externe demain matin pour balayer les serveurs et s'assurer que tu n'as pas laissé de porte dérobée. Ils essaient de construire un récit selon lequel tu tentais de faire de l'espionnage d'entreprise. Thérèse rédige déjà un mémo sur les fonds manquants. Il me prépare à prendre la chute pour l'argent manquant, ai-je réalisé à voix haute. Si le conseil d'administration trouve les divergences lors de la signature de vendredi, Marc pointera mon ordinateur effacé et dira « Je l'ai volé avant d'être viré ». Exactement, a soufflé Aline. Je regarde les journaux du serveur, Chevalier. Quelqu'un avec une autorisation exécutive migre des fichiers supprimés de la division commerciale vers tes dossiers d'archives. Ils sont en train de planter les preuves. Solange, elle encadrait son propre mari pour protéger son frère et son amant. La cruauté était à couper le souffle. C'était une masterclass en malice. Peux-tu arrêter la migration, ai-je demandé. Non, a répondu Aline, si je l'arrête, mes empreintes sont sur l'interférence. Et Marc me virera demain. J'ai besoin de ce travail, Chevalier. Mon enfant a besoin de l'assurance. Je sais, Aline. Ne te mets pas en danger. Je lui ai dit, laisse-les juste faire l'effacement. Laisse-les planter les fichiers. Es-tu fou, a-t-elle sifflé. Si tu les laisses finir ça, ils auront une piste papier prouvant que tu as détourné des capitaux. Tu iras en prison fédérale. J'ai fixé le curseur clignotant sur l'écran de mon ordinateur portable. Le logiciel qu'ils utilisaient pour planter les fichiers, l'architecture de conformité entière du réseau de l'entreprise, était basée sur un cadre propriétaire que j'avais conçu dans mon garage 2 ans avant même de rencontrer Solange. Je l'avais concédé sous licence à l'entreprise pour un prix fixe parce que Barthélemy m'avait demandé de le faire, en tant que faveur à la famille. Aline, ai-je dit, ma voix stable. Te souviens-tu de qui détient les clés de chiffrement maîtresse pour le logiciel de conformité? La ligne est restée silencieuse un long moment. Quand Aline a finalement parlé, elle semblait sourire. La licence propriétaire. Tu n'as jamais transféré la propriété principale. Tu leur as juste loué l'interface utilisateur. Exactement. Ils peuvent effacer les machines locales autant qu'ils veulent. Ils peuvent planter de faux documents sur le serveur actif. Mais le logiciel de base crée un registre fantôme immuable et horodaté de chaque frappe effectuée par un terminal exécutif. C'est un filet de sécurité que j'ai construit pour empêcher exactement ce genre de falsification.
J'ai le registre fantôme sur mon disque personnel. Je peux prouver quand les fichiers ont été créés, qui les a créés et quand ils ont été glissés dans mon dossier. Mon Dieu, chevalier, a murmuré Aline. Tu es assis sur une bombe nucléaire. J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit. Demain, quand l'entreprise technologique externe arrivera, j'ai besoin que tu joues l'idiote. Laisse-les déclarer ma machine effacée. Laisse Marc penser qu'il est en sécurité. Laisse Solange penser qu'elle a gagné. Mais j'ai besoin que tu me donnes les adresses MAC physiques de l'ordinateur portable de Didier et du terminal de bureau de Solange. Peux-tu me les obtenir? Ça te coûtera un dîner très cher quand tu seras un homme libre, a dit Aline. Je les aurai pour toi demain midi. Fais attention, chevalier. Ces gens ne jouent pas franc jeu. La ligne a raccroché. J'ai posé le téléphone. La pluie avait diminué pour devenir une bruine. J'ai regardé le registre fantôme sur mon écran. Chaque mouvement que Solange et Marc avaient fait dans le système était documenté, chiffré et en sécurité entre mes mains. Ils pensaient m'avoir enterré dans la terre, mais ils n'avaient pas réalisé que j'étais une graine. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis dirigé vers le petit évier taché de la salle de bain pour m'asperger le visage d'eau froide. Quand je me suis regardé dans le miroir, le mari fatigué et battu avait disparu. L'homme qui me fixait était vidé, dépouillé d'amour et de loyauté, ne laissant qu'une machine froide et calculatrice. Il voulait une guerre pour une signature de 150 millions d'euros. Ils allaient la voir, mais je n'allais pas les combattre dans la boue. J'allais les laisser construire leur magnifique château frauduleux, puis j'allais tirer la seule brique qui le maintenait tout entier. J'ai essuyé mon visage avec une serviette rugueuse et je me suis allongé sur le matelas bosselé, tout habillé. Demain, c'était jeudi, la veille de la signature. La veille qu'Olivier, l'arbitre, appose son sceau sur l'accord. J'ai fermé les yeux, les chiffres tourbillonnant derrière mes paupières. Combien de temps faut-il à un enfant prodige et à une PDG impitoyable pour réaliser qu'ils sont tombés aveuglément dans un piège de leur propre fabrication? Jeudi matin, une lumière grise et terne a percé, pénétrant à peine les rideaux de la chambre de motel. Je me suis réveillé raide, le cou endolori par le terrible matelas. J'ai pris un café amer à la machine du hall et j'ai démarré mon téléphone jetable. Au moment où il s'est connecté au réseau, un barrage de messages et d'alertes a afflué. Le premier était un courriel transféré d'un jeune comptable sympathique qui utilisait une adresse déguisée. C'était une note de service à l'échelle de l'entreprise envoyée par Marc à 7 heures du matin. Objet, restructuration du département des risques à tout le personnel. Avec effet immédiat, Chevalier a été licencié en raison d'un manquement aux normes exécutives et d'une incompétence grave dans la gestion des grands livres internes. Nous menons actuellement un audit interne concernant des ressources détournées. Toute communication avec l'ancien employé est strictement interdite et sera considérée comme une violation de la loyauté d'entreprise. Incompétence grave, ressources détournées. Il posait les bases publiquement. Thérèse, l'ombre de Solange, travaillait sans aucun doute au téléphone, s'assurant que chaque courtier et partenaire de Lyon entende les murmures que j'étais un voleur qui s'était fait prendre en essayant de saigner la famille de sa riche épouse à blanc. J'ai fait défiler la campagne de dénigrement de l'entreprise. Je m'y attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est le message texte de Solange. C'était une seule photo suivie d'une courte ligne de texte. La photo avait été prise dans l'allée derrière notre propriété. Elle montrait une benne à ordures commerciale débordant de sacs poubelles noirs. Ouverte au sommet de la pile, exposée à la pluie et à la crasse, se trouvait une petite boîte en bois. Ma respiration s'est coupée. C'était la boîte en cèdre contenant les cendres de ma mère. À côté de sa photographie commémorative encadrée, le verre brisé sur l'asphalte mouillé. Le texte disait « Je t'ai dit que j'avais jeté les ordures. Fais contacter mon avocat par le tien. Ne me parle plus jamais. » J'ai fixé l'écran, le café amer se transformant en acide dans mon estomac. Ma mère avait fait des doubles équipes dans un restaurant pour me payer l'université. C'était une femme d'une immense fierté et d'une dignité tranquille. Solange savait à quel point cette boîte comptait pour moi. Elle savait que c'était le seul morceau de famille qu'il me restait au monde. La jeter dans une benne n'était pas une stratégie d'entreprise. C'était un acte de pure malice non adultérée. C'était conçu pour me briser, pour me faire agir de manière irrationnelle, pour me faire venir à la maison en hurlant afin qu'elle puisse appeler la police et déposer une ordonnance restrictive. Un silence lourd et absolu s'est abattu sur la chambre du motel.
La colère n'a pas explosé. Elle a implosé. Elle s'est condensée en quelque chose de dense, de froid et d'absolument terrifiant. Le dernier lambeau d'hésitation. La petite partie de moi qui se souvenait de notre jour de mariage s'est évaporée. Solange avait franchi une ligne qui effaçait le concept de miséricorde. J'ai soigneusement posé le téléphone. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas frappé le mur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. J'ai composé un message à un homme nommé Arthur Valois. Ce n'était pas un avocat de la famille. C'était un avocat financier impitoyable, terriblement brillant, connu dans les cercles d'affaires lyonnais sous le nom de « Le Boucher ». Il était spécialisé dans les prises de contrôle hostiles, la fraude d'entreprise et la destruction des dirigeants qui se croyaient intouchables. Il était cher, et il ne prenait que les affaires dont il savait qu'elles feraient couler le sang. J'ai joint un bref résumé du registre fantôme, les adresses MAC qu'Aline m'avait promises, la facture de 45 800 € et la preuve de la migration de fichiers antidatés. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Chevalier. La voix d'Arthur était comme du gravier. Je regarde votre pièce jointe. Dites-moi si ce registre fantôme résiste à un examen fédéral. Il est chiffré, horodaté et physiquement isolé de leur serveur, ai-je répondu, ma voix morne. Je possède les droits propriétaires du logiciel. Ils ont modifié des fichiers sur mon interface sous licence. Je peux prouver l'intention, la fraude et l'espionnage d'entreprise. Arthur a ri, un son sec et rude. Votre femme et son frère marchent sur une mine terrestre et ils font une claquette sur la gâchette. Quand comptent-ils signer l'accord commercial? Demain matin à 10 h, ai-je dit. 150 millions d'euros. Barthélemy sera là avec Olivier, l'arbitre senior. Arthur a marqué une pause. Vous voulez faire exploser tout ça dans la pièce. Je veux tout réduire en cendres, ai-je corrigé. Je veux qu'ils perdent l'affaire. Je veux qu'ils perdent leur poste. Et je veux que Solange s'en aille sans rien. Je vous retrouve à mon bureau dans 1 heure, a dit Arthur. Apportez le disque dur. Nous allons rédiger une injonction de dénonciation. Quand nous aurons fini, votre femme aura besoin d'un prêt pour acheter une tasse de café. J'ai raccroché et j'ai emballé ma sacoche. La boîte en cèdre dans la benne a traversé mon esprit, un éclat de douleur. J'ai pris une profonde inspiration, repoussant l'émotion dans le four sombre de ma détermination. Ils pensaient que j'étais un chien errant, qu'ils pouvaient chasser dans la rue. Ils ont oublié que lorsque vous acculez un chien dans un coin et que vous lui enlevez tout ce qu'il aime, il cesse d'aboyer et fonce droit à la gorge. Je suis sorti jusqu'à la camionnette, le matin gris de Lyon ressemblant moins à une défaite qu'à un champ de bataille. Il était temps d'enseigner aux enfants gâtés les règles brutales des conséquences. Combien pèse un stylo quand vous êtes sur le point de signer votre propre liberté sans même le savoir? J'ai garé ma camionnette à quelques pâtés de maison du gratte-ciel en verre d'Arthur. Je ne voulais pas que les détectives privés de Solange, si elle en avait déjà engagé, repèrent mon véhicule près d'un cabinet d'avocats. J'ai traversé le quartier financier, les gratte-ciel imposants projetant de longues ombres froides sur le trottoir mouillé. Le bureau d'Arthur était au 40e étage. Ça ne ressemblait pas à un cabinet d'avocats. Ça ressemblait à une salle de guerre. Du bois d'acajou foncé, des fauteuils en cuir et d'énormes écrans affichant des cotations boursières et des registres de tribunaux. Arthur était assis derrière un bureau qui semblait assez grand pour y poser un hélicoptère. C'était un homme d'une 50aine d'années avec des yeux vifs et prédateurs et un costume qui coûtait plus cher que ma camionnette. « Asseyez-vous, chevalier », a-t-il aboyé, désignant une chaise. Posez le disque sur le bureau. Voyons le fantôme dans le système. J'ai connecté le disque dur à un terminal sécurisé hors ligne fourni par son assistante. J'ai démarré le logiciel de conformité propriétaire et j'ai entré les clés de décryptage maîtresse. L'interface a fleuri sur l'écran, des chaînes de données brutes s'organisant en registres chronologiques soignés. « Montrez-moi la falsification », a exigé Arthur, se penchant sur l'écran. J'ai filtré les journaux par l'identifiant exécutif de marque et l'adresse MAC du terminal de Solange. Les données qu'Aline m'avait envoyées en toute sécurité 1 heure auparavant. L'écran s'est rempli d'une série d'actions surlignées en rouge ayant eu lieu entre 1 h et 3 h du matin la nuit précédente. Ici, ai-je montré à l'écran. Vous pouvez voir le terminal de Solange accéder aux fichiers archivés de la division commerciale.
Elle a pris 3 documents liés au paiement de conseil Apex et les a glissés dans mon dossier utilisateur local. Ensuite, le terminal de Marc a exécuté un script pour antidater la création de ces fichiers dans mon dossier afin de faire croire que je les avais générés il y a 6 mois. Les yeux d'Arthur se sont rétrécis. Il crée une piste numérique pour le détournement de fonds. Bâclé. S'il savait comment votre logiciel fonctionnait réellement, il saurait que ces métadonnées sont inaltérables. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, ai-je dit doucement. Ils ne se soucient que de l'apparence, pas de la façon dont les choses sont construites. Arthur a tapé rapidement sur son propre clavier, recoupant les données et la facture, les 45 800 €. J'ai affiché le fichier qu'Yvonne m'avait envoyé ici. Conseil Apex enregistré au nom de Didier. J'ai suivi les numéros de routage. L'argent n'était pas destiné à une étude foncière. Il a été canalisé vers un compte de holding que Didier utilise pour payer des hébergements de luxe et des charters privés. Arthur s'est penché en arrière, joignant ses doigts. Donc, la PDG et le courtier externe ont une liaison, utilisant les fonds de l'entreprise d'un accord en cours de 150 millions d'euros pour la financer. Et le directeur des opérations approuve les factures frauduleuses pour garder le secret. Lorsque l'auditeur des risques, vous, s'approche trop près, il vous vire, vous diffame et vous invente des preuves pour vous faire accuser des fonds manquants. C'est le résumé. Oui, ai-je dit. C'est un beau désastre, a dit Arthur, un sourire sombre effleurant ses lèvres. Nous avons assez ici pour intenter un procès civil RICO si nous le voulions, mais vous voulez un impact maximal. Vous voulez arrêter la signature de vendredi. J'ai besoin qu'Olivier voie ça, ai-je dit. Olivier est l'arbitre. Il est strictement à cheval sur les règles. S'il voit une plainte de dénonciateur avec des preuves physiques de fraude financière et un conflit d'intérêts impliquant le courtier principal, il est légalement obligé de geler la transaction en attendant un audit fédéral. Arthur a hoché la tête lentement. Si Olivier gèle l'accord, les vendeurs paniqueront. Le financement s'effondrera. Le conseil d'administration de Barthélemy exigera une enquête immédiate. Solange et Marc seront déchus de leurs pouvoirs exécutifs dès lundi matin. Je veux qu'ils soient hors du bâtiment dès demain midi, ai-je corrigé. Arthur a ri. C'était un son froid et dur. Je vous aime bien, chevalier. Vous ne saignez pas. Vous calculez juste. Voici le plan. Nous rédigeons une injonction formelle de dénonciation et un avis de manquement fiduciaire. Nous ne la déposons pas aux tribunaux aujourd'hui. Si nous le faisons, les avocats de Solange déposeront une ordonnance de bâillon d'urgence et nous tiendrons en audience administrative pendant 1 mois. Nous leur tendrons une embuscade. Une embuscade? Comment? Vous entrez dans cette salle de conférence demain matin à 9h55. Vous remettez les copies physiques de l'injonction directement à Olivier et Barthélemy. Une fois l'arbitre servi en personne et sur procès-verbal, l'accord ne peut pas être poursuivi. Et si la sécurité m'arrête, ai-je demandé. Marc a révoqué mon accès au bâtiment. Arthur a ouvert un tiroir et a jeté un lourd document en relief sur le bureau. C'était un mandat légal. Vous entrez dans les locaux en tant que dénonciateur fédéral protégé agissant au nom de mon cabinet pour signifier un avis légal à un arbitre. Si leur sécurité vous touche, je poursuivrai personnellement les gardes, la société de sécurité et Marc pour obstruction et agression. Vous entrez, vous larguez la bombe et vous sortez. J'ai ramassé le document. Le papier semblait lourd, comme une arme dans ma main. Il y a encore une chose, a dit Arthur, sont-on passant à quelque chose d'un peu plus sérieux. Votre femme, le divorce. Le droit français est un régime de communauté réduite aux acquêts. Elle va essayer de prendre la moitié de tout ce que vous possédez, y compris ce brevet logiciel et la maison que vous avez achetée avant de l'épouser. J'ai regardé Arthur droit dans les yeux. La maison n'est pas un problème, il a levé un sourcil. Pourquoi pas? À cause d'une décision que j'ai prise il y a 3 ans, ai-je dit doucement, un fantôme de sourire effleurant mes lèvres. Qu'elle essaie de prendre la maison. Ce sera la fin parfaite de sa semaine. Arthur m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête. Allez acheter un costume bon marché, chevalier. Vous voulez ressembler exactement au pauvre mari battu qu'il pense que vous êtes lorsque vous entrerez dans cette pièce. J'ai quitté le bureau et je suis retourné sous la bruine lyonnaise. Les pièces étaient en mouvement. Le piège était tendu. Demain, les enfants gâtés allaient apprendre que la gravité s'applique à tout le monde, quelle que soit la hauteur du pentouze.
Que arrive-t-il quand un homme qui n'a plus rien à perdre entre dans une pièce pleine de gens qui ont tout à cacher? J'ai passé l'après-midi à orchestrer l'illusion de ma propre défaite. Si Solange et Marc soupçonnaient un seul instant que je me battais, ils utiliseraient les connexions du conseil d'administration de Barthélemy pour accélérer la signature ou changer le lieu. J'avais besoin qu'il soit arrogant. J'avais besoin qu'il soit à l'aise. J'étais assis au bureau bancal de la chambre de motel, j'ai ouvert mon courrier électronique et j'ai rédigé un message à Solange et Marc. J'ai délibérément donné un ton désespéré, brisé et effrayé. Objet, indemnité de départ et nouvelle vie. Solange, Marc, je ne veux pas de bataille juridique. Je suis prêt à signer un accord de non-divulgation concernant les comptes internes si nous pouvons organiser une indemnité de départ discrète. Je veux juste payer un nouvel appartement et passer à autre chose. Veuillez me faire savoir quel papier je dois signer. Chevalier. J'ai cliqué sur envoyer. Ça avait un goût de cendre dans ma bouche, mais c'était un appât nécessaire. Moins de 30 minutes plus tard, Aline m'a envoyé un message sécurisé. Elle avait réussi à acheminer un petit extrait audio de la bande de sécurité interne du bureau exécutif. C'était hautement illégal, mais Aline était furieuse de la campagne de dénigrement que Marc menait contre moi, et elle voulait du sang tout autant que moi. J'ai branché mes écouteurs bon marché et j'ai cliqué sur lecture. L'audio était légèrement étouffé, mais les voix étaient inconfondables. Solange et Marc étaient dans son bureau. As-tu vu son email? La voix de Solange résonnait d'un rire moqueur et cruel. Il veut une indemnité de départ. Il supplie pratiquement pour un paiement. Je te l'avais dit, a répondu Marc, l'autosatisfaction irradiant à travers le statique numérique. Le type n'a pas de colonne vertébrale. Tu jettes la boîte de sa mère morte à la poubelle, tu le mets à la porte, et son premier réflexe est de demander une allocation. Pathétique. Ignore l'email, a ordonné Solange. Laisse-le transpirer tout le week-end. Après la signature demain, nous ferons envoyer par le service juridique une offre de règlement de 10 000 € en échange d'un accord de non-divulgation complet. S'il refuse, nous signalerons à la police les fichiers manquants sur son ordinateur. Il signera n'importe quoi pour éviter la prison. 10 000 €. Il volait des millions, sécurisait un empire de 150 millions d'euros, et il pensait pouvoir acheter mon silence et ma dignité pour le prix d'une voiture d'occasion. L'extrait audio s'est terminé. J'ai retiré les écouteurs. Mon cœur battait d'un rythme lent et lourd. Il ne restait plus de tristesse. Il n'y avait que la certitude absolue de ce qui devait être fait. Si vous étiez à ma place, assis dans une chambre de motel humide, écoutant votre conjoint comploter votre ruine financière et personnelle pour quelques milliers d'euros, prendriez-vous l'argent et fuiriez-vous, ou parieriez-vous votre vie sur une seule main de cartes? Faites-moi savoir dans les commentaires. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis levé. Je devais avoir l'air de la partie pour demain. Je me suis rendu dans un grand magasin discount à la périphérie de la ville. J'ai acheté un costume bleu marine bon marché, mal ajusté, une chemise blanche un peu trop rigide et une cravate gris terne. Je voulais ressembler exactement à la façon dont ils me décrivaient à leurs riches amis. Un petit employé à col bleu qui n'avait pas sa place dans leur monde. Quand je suis retourné au motel, le soir était tombé, sombre et implacable. J'ai étalé le costume bon marché sur le deuxième lit. À côté, j'ai placé l'épaisse enveloppe cartonnée qu'Arthur avait préparée, l'injonction de dénonciation, les journaux d'adresse MAC, les preuves de routage financier de Conseil Apex, les relevés du registre fantôme. J'ai commandé un burger gras dans un restaurant en bas de la rue. Je l'ai mangé sans le goûter, mes yeux rivés sur l'enveloppe cartonnée. Demain à 9h55 du matin, Barthélemy serait assis à la tête de l'immense table d'acajou dans la salle de conférence vitrée du 50e étage. Olivier, l'arbitre, réviserait les clauses finales. Solange porterait l'un de ses 1000 tailleurs de pouvoir, jouant la brillante PDG. Didier planerait à proximité, exhibant sa montre chère, attendant son énorme paiement illicite. Marc se tiendrait droit, croyant avoir réussi à purger l'entreprise du seul homme qui pouvait voir son incompétence. Il pensait que la réunion du conseil d'administration était un couronnement. Il ne savait pas que c'était une exécution. J'ai pris la cravate grise et j'ai fait passer le tissu bon marché entre mes doigts. J'ai pensé à ma mère et à la fierté tranquille qu'elle tirait du travail acharné. J'ai pensé aux 5 années que j'ai passées à me faire petit pour qu'elle puisse se sentir grande. J'ai pensé au badge de sécurité en laiton que Barthélemy m'avait donné,
me disant de « garder les détails ». Je gardais les détails. Très bien. Je portais les détails directement à sa porte. J'ai éteint la lampe de motel vacillante, plongeant la pièce dans l'obscurité. Je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond invisible. Je n'ai pas dormi. J'ai juste attendu que le soleil se lève sur le pire jour de la vie de Solange. Il est temps de chasser. Le vendredi matin est arrivé avec un froid mordant dans l'air. Le genre de temps lyonnais qui s'enfonce jusqu'aux os. J'ai enfilé le costume bleu marine bon marché que j'avais acheté la veille. Le tissu était rigide, la coupe peu flatteuse, et la cravate grise me serrait comme un nœud coulant, mais c'était l'armure parfaite pour le rôle que j'allais jouer. J'avais l'air exactement du mari brisé et vaincu que Solange et Marc s'attendaient à voir. Ils voulaient un paysan. Je leur en donnerais un, jusqu'à ce que je réduise leur royaume en cendres. J'ai conduit ma camionnette cabossée dans le quartier financier. Je me suis garé dans un parking public à quelques pâtés de maisons de l'imposant monolithe de verre et d'acier qui abritait l'empire de Barthélemy. La lourde enveloppe cartonnée qu'Arthur m'avait donnée reposait sur le siège passager. Elle contenait l'injonction de dénonciation, les journaux de serveurs, les preuves de routage financier et les relevés du registre fantôme. Je l'ai prise, son poids me donnant de l'ancrage. C'était 5 ans d'humiliation condensés en 60 pages de preuves irréfutables. Je suis entré dans l'immense hall en marbre du siège social. L'air sentait la cire de sol coûteuse et l'argent filtré. 2 gardes de sécurité se tenaient près des batteries d'ascenseur. J'en ai reconnu un homme costaud nommé Marcel, qui me faisait habituellement un signe de tête quand j'arrivais en retard. Aujourd'hui, Marcel s'est interposé directement sur mon chemin, sa main posée près de sa radio. « Monsieur Chevalier », a dit Marcel, son ton apologétique mais ferme. « Je suis désolé, monsieur, mais votre badge d'accès a été révoqué. Monsieur Marc a laissé des ordres stricts selon lesquels vous n'êtes pas autorisé dans les locaux. Je vais devoir vous demander de partir avant d'appeler la police. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai calmement ouvert ma sacoche et j'ai sorti le lourd mandat légal en relief qu'Arthur m'avait fourni. Je l'ai tendu à Marcel. « Je ne suis pas ici en tant qu'employé, Marcel, » ai-je dit calmement. « Je suis ici en tant que dénonciateur fédéral protégé sous l'autorité du groupe de contentieux valois. J'ai l'obligation légale de signifier cette injonction à l'arbitre commercial actuellement assis au 50e étage. Si vous ou quiconque tentez de m'obstruer physiquement, vous serez personnellement nommé dans une action en justice fédérale pour obstruction et agression avant la fin de l'heure. » Marcel a regardé le document, parcourant le jargon juridique dense et l'entête terrifiante. Il a dégluti difficilement. La compagnie de sécurité ne le payait pas assez pour se mêler d'un litige fédéral. Il m'a rendu le papier et s'est écarté. « Prenez l'ascenseur 4, » a marmonné Marcel, détournant le regard. Il va directement à la suite exécutive. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du 50e étage. Le trajet fut entièrement silencieux. Mon reflet dans les murs miroirs avait l'air calme, presque ennuyé. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes paumes ne suaient pas. J'avais passé toute ma vie à me préparer au pire scénario, à construire des filets de sécurité pour d'autres personnes. Aujourd'hui, je coupais le filet. L'ascenseur a sonné, les portes s'ouvrant sur l'étage exécutif. Les tapis épais absorbaient le son de mes pas alors que je marchais le long du couloir vers la salle de conférence principale. À travers les murs de verre dépoli, je pouvais voir les silhouettes des personnes à l'intérieur. Barthélemy était assis à la tête de l'immense table d'acajou. Solange était assise à sa droite, l'air élégant dans un blazer blanc sur mesure. Didier était appuyé contre la fenêtre, projetant l'image d'un courtier détendu et victorieux. Marc faisait les 100 pas près de l'écran de présentation. À côté de Barthélemy était assis Olivier, l'arbitre principal, un homme plus âgé, à l'air sévère, qui ne se souciait que de la lettre de la loi. Il riait de quelque chose, une blague avant la signature des 150 millions d'euros. J'ai poussé les lourdes portes de verre. Elles n'ont pas grincé, mais le changement soudain de pression atmosphérique a fait tourner toutes les têtes. Le rire s'est éteint instantanément. Le silence dans la pièce était si épais qu'on aurait pu s'y étouffer. Marc a été le premier à réagir. Son visage est devenu rouge foncé, de colère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il aboyé, me pointant du doigt. « Sécurité. Comment est-il monté ici ?
Solange a fixé mon costume bon marché et a laissé échapper un soupir moqueur et aigu. Vraiment, chevalier? C'est ça votre grand coup? Vous faites irruption ici pour supplier de retrouver votre emploi en portant un costume de solde? Nous sommes en train de conclure une transaction de 150 millions d'euros. Sortez d'ici avant que je ne vous fasse arrêter pour intrusion. Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé Marc. J'ai marché droit devant eux, les yeux fixés sur Olivier. Monsieur Olivier, ai-je dit, ma voix résonnant sur les murs de verre. Mon nom est Chevalier. Je suis l'ancien auditeur principal des risques pour cette entreprise. Je suis ici pour vous signifier formellement une injonction de dénonciation concernant une fraude financière extrême et un grave conflit d'intérêts dans la transaction que vous êtes sur le point d'arbitrer. Marc s'est jeté en avant, m'attrapant l'épaule. Je t'ai dit de sortir, minable. Je n'ai pas tressailli. J'ai juste baissé les yeux sur sa main, puis dans ses yeux paniqués. Touchez-moi encore, Marc, et j'ajouterai la voie de fait corporative à la liste des crimes auxquels vous faites face aujourd'hui. Olivier a levé la main, son expression se transformant en pierre. Lâchez-le, Marc. Marc a hésité, puis a retiré sa main, respirant fortement. Il ment, Olivier. C'est un employé licencié mécontent. Il essaie de nous extorquer. S'il ment, les documents le prouveront, a dit Olivier d'un ton égal. Il s'est tourné vers moi. Vous réalisez la gravité d'interrompre une signature de cette ampleur. Monsieur Chevalier, si cette interruption est frivole, vous ferez face à des conséquences légales ruineuses. J'ai posé l'épaisse enveloppe cartonnée directement sur la table d'acajou, juste devant l'arbitre. Il n'y a rien de frivole dans cette enveloppe, monsieur, ai-je répondu. Je me suis tourné pour regarder Barthélemy, qui me fixait avec un mélange de confusion et d'alarme croissante. Je ne suis pas ici pour mon emploi. Je suis ici pour sauver votre père d'aller en prison fédérale à cause des gens assis à cette table. Solange a ricané, croisant les bras. Tu fais ton numéro de clown, chevalier. Tu n'as rien. Je me suis finalement tourné vers ma femme, la femme qui avait jeté les cendres de ma mère dans une benne à ordures. Je lui ai offert un sourire lent et glaçant. Nous verrons cela, Solange. Olivier a défait la ficelle de l'enveloppe cartonnée et a sorti la pile de documents. La pièce était d'un silence de mort, sauf pour le subtil bourdonnement du système de ventilation et le tapotement nerveux du coûteux soulier en cuir de Didier contre le parquet. Commençons par la page 3, Monsieur Olivier, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers l'immense pièce. Vous trouverez une facture de 45 800 € approuvée par le directeur des opérations, Marc, et catégorisée comme une dépense d'études foncières pour l'acquisition immobilière actuelle. Olivier a tourné la page, ses yeux parcourant les chiffres. Je la vois. Maintenant, regardez la page 4. C'est l'enregistrement corporatif du fournisseur Conseil Apex. Si vous vérifiez l'agent enregistré et les numéros de routage, vous verrez que c'est une société écran. Elle ne mène pas d'études foncières. C'est un compte de holding privé entièrement détenu par Didier, le courtier externe qui est censé représenter les vendeurs dans cette même pièce. Didier a arrêté de taper du pied. Son visage est devenu entièrement pâle, l'autosatisfaction s'évaporant en pure panique. C'est absurde, a-t-il balbutié, s'éloignant de la fenêtre. Je consulte sur plusieurs projets. C'est une affaire séparée. Affaire séparée, ai-je demandé, me tournant vers lui. Alors pourquoi les dates des retraits d'hôtellerie de ce compte écran spécifique correspondent-elles parfaitement aux réservations de centres de villégiature de luxe pour notre directrice générale, Solange, au cours des 3 dernières années? La tête de Barthélemy s'est tournée brusquement vers sa fille. Le visage de l'homme âgé s'est crispé. Solange, de quoi parle-t-il? Le masque composé de Solange a commencé à se fissurer. Sa respiration s'est accélérée et elle a lancé un regard désespéré à Marc. Il fabrique des données. Papa, Chevalier est fou. Il est obsédé par moi et il invente ça parce que j'ai demandé le divorce. J'ai ignoré sa panique et j'ai gardé mon attention sur l'arbitre. Monsieur Olivier, la directrice générale et le courtier principal des vendeurs sont impliqués dans une relation romantique non divulguée à long terme. Ils ont détourné des fonds de l'entreprise de cet accord précis pour financer leur liaison, et le directeur des opérations a approuvé les factures frauduleuses pour garder le secret. Par définition, cela constitue un manquement massif aux devoirs fiduciaires et invalide l'intégrité juridique du contrat de 150 millions d'euros posé sur cette table.
Le visage d'Olivier était illisible, mais ses yeux parcouraient rapidement les preuves de routage financier qu'Arthur avait préparées. La piste documentaire est remarquablement complète, monsieur Chevalier, a murmuré Olivier. Marc a claqué les mains sur la table. C'est faux. Chevalier a piraté le système. C'est un informaticien mécontent qui sait manipuler les feuilles de calcul. J'attendais ça. J'ai souri. Tournez à la page 12, monsieur Olivier. Olivier a tourné les pages. Barthélemy était maintenant debout, penché sur la table pour regarder les documents lui-même. Le patriarche de la famille commençait à réaliser que l'empire qu'il avait bâti pourrissait de l'intérieur. La page 12 est le relevé du registre fantôme, ai-je expliqué. Je détiens le brevet propriétaire du logiciel de conformité utilisé par cette entreprise. La nuit dernière, à 1h du matin, Marc a ordonné au service informatique d'effectuer un effacement complet de mon terminal. Simultanément, Solange a accédé aux archives commerciales et a migré les fichiers incriminants de Conseil Apex dans mon dossier local. Marc a ensuite utilisé un script exécutif pour antidater la création de ces fichiers, tentant de me piéger pour le détournement de fonds. Solange a halté, reculant comme si elle avait été frappée physiquement. Tu ne peux pas savoir ça. J'ai construit le système, Solange, ai-je dit froidement. Tu as essayé de crocheter une serrure que j'ai conçue. Chaque frappe que tu as faite la nuit dernière est horodatée, chiffrée et se trouve actuellement sur un serveur du groupe de contentieux valois. Mais je n'avais pas fini. L'affaire et le détournement de fonds n'étaient que les hors-d'œuvre. Je devais porter le coup fatal, celui qui anéantirait leur pouvoir. Monsieur Barthélemy, ai-je dit, m'adressant directement à mon beau-père. Je vous suggère de regarder la page 22. Barthélemy a arraché la pile de papier à Olivier, ses mains tremblant légèrement. Il a tourné à la page. C'était un bloc dense de textes juridiques, une sous-clause enfouie dans les centaines de pages du nouveau contrat immobilier. Qu'est-ce que c'est, a exigé Barthélemy, sa voix épaisse de fureur montante. C'est la clause 4B, ai-je dit. C'est un protocole de restructuration de l'équité. Si vous signez cet accord aujourd'hui, la société de holding absorbant les nouvelles propriétés émettra une classe secondaire d'actions avec droit de vote. Ces actions sont conçues pour contourner vos droits de fondateur. Dans les 6 mois suivant cette clôture, Solange et Marc détiendraient suffisamment de capital action pour forcer un rachat obligatoire de votre stock restant. Barthélemy a fixé la page, le sang s'écoulant de son visage. Il a levé les yeux, ses yeux passant du document à son fils, puis à sa fille. Vous alliez me diluer, a murmuré Barthélemy, la trahison lourde dans sa poitrine. Vous alliez voler mon entreprise. Papa, ce n'est pas ce que ça a l'air, a plaidé Marc, les mains levées. C'était un plan d'urgence pour le conseil d'administration, juste au cas où vous voudriez prendre votre retraite tôt. Nous protégions l'héritage. Vous voliez mon héritage pour payer son petit ami, a rugi Barthélemy, le son résonnant comme le tonnerre dans la salle de verre. Didier a vu les murs se refermer. Il n'a pas dit un mot. Il a juste saisi sa coûteuse mallette en cuir et s'est précipité vers la porte. Asseyez-vous, a aboyé Olivier, sa voix claquant comme un fouet. Didier a gelé, sa main sur la poignée en verre. Vous quittez cette pièce, monsieur, et j'aurai les autorités fédérales qui vous attendront dans le hall. Didier a lentement retiré sa main de la porte, ses épaules s'affaissant en défaite totale. Il est retourné à la table, l'air d'un mort-vivant. Solange me regardait, les yeux grands ouverts avec un mélange de terreur et d'incrédulité. Elle avait enfin compris. Elle a regardé mon costume bon marché, ma cravate grise, et a réalisé que tout n'était qu'un déguisement. Je n'étais pas venu supplier. J'étais venu les exécuter. Les chiffres sont tous là, Olivier, ai-je dit doucement. La fraude, l'affaire, la tentative de prise de contrôle hostile, l'encadrement corporatif. J'ai fait mon devoir d'auditeur des risques. Olivier a fermé le dossier et a posé ses mains à plat sur la table. Il a regardé Barthélemy, qui se tenait la poitrine, respirant difficilement. Monsieur Barthélemy, a dit Olivier, son ton entièrement professionnel, dénué de toute sympathie. Sur la base des preuves présentées dans cette injonction de dénonciation, je suis légalement obligé de geler cette transaction indéfiniment. Je déclare nuls et non avenus les accords préliminaires et je transmettrai l'intégralité de ce dossier à la Commission fédérale de réglementation financière d'ici la fin de la journée. Il n'y aura pas de signature aujourd'hui,
ni jamais sous cette structure exécutive actuelle. L'accord de 150 millions d'euros était mort et avec lui les enfants gâtés sont tombés du ciel. La réalité de la déclaration d'Olivier planait dans l'air comme une épaisse fumée après une explosion. L'expansion de 150 millions d'euros, l'accord qui devait consolider le règne de Solange en tant que PDG et le statut de Marc en tant que titan de l'entreprise, venait de s'évaporer. Mais Marc, fidèle à sa nature arrogante, ne pouvait accepter la défaite. Son cerveau, programmé pour croire qu'il était invincible, cherchait désespérément une arme. Il a fouillé dans la poche de son blazer et a sorti un morceau de papier plié, sa main tremblant de rage. « Tout cela est invalide », a crié Marc, agitant le papier devant Olivier. Chevalier n'est pas un dénonciateur. C'est un employé licencié. Il n'a aucune légitimité légale dans cette pièce. Regardez ça. Marc a claqué le papier sur la table d'acajou. C'était l'avis de licenciement officiel des ressources humaines. Il a été licencié pour faute grave mardi, a craché Marc, le visage luisant de sueur. Il a signé la reconnaissance de licenciement lui-même. Il savait qu'il était sous enquête pour les 45 000 euros manquants, alors il a fabriqué tout ce dossier pour nous extorquer. Vous ne pouvez pas accepter les preuves d'un employé hostile licencié qui fait l'objet d'une enquête active pour vol. Olivier a froncé les sourcils, regardant le document des RH. Il portait le sceau officiel de l'entreprise, une liste détaillée de mes prétendues infractions, et en bas, une signature qui ressemblait remarquablement à la mienne. La date à côté de la signature était mardi. Solange a saisi la bouée de sauvetage que son frère lui avait lancée. « Oui » a-t-elle crié, sa voix perçante. « C'est un criminel. Il a signé la libération. Tout cela est une tactique de vengeance parce que notre mariage s'est effondré. » Barthélemy avait l'air confus. Les changements rapides de récit le rendaient étourdi. Il m'a regardé, une question dans ses yeux fatigués. Je n'ai pas paniqué. J'ai regardé le morceau de papier sur la table, puis j'ai levé les yeux vers Marc. Le désespoir dans ses yeux était presque pitoyable. Il essayait d'éteindre un incendie de forêt avec un pistolet à eau. « As-tu vraiment cru que je n'allais pas vérifier auprès des ressources humaines, Marc ?» ai-je demandé doucement. J'ai fouillé dans ma propre sacoche et j'ai sorti une seule feuille de papier net. Je l'ai tendue directement à Olivier, ignorant Marc complètement. « Monsieur Olivier » ai-je dit. « Cette lettre de licenciement que Marc vient de vous montrer est un faux. » Marc a tressailli. « C'est un mensonge » ai-je continué, ma voix perçant sa panique. « Le document que je viens de vous remettre est un journal de serveur horodaté et vérifié, extrait directement du système interne du service des RH par le spécialiste principal en informatique judiciaire ce matin. Il montre le moment exact où ce dossier de licenciement a été créé. » Olivier a ajusté ses lunettes de lecture, parcourant le journal du serveur. « Si vous regardez les métadonnées, ai-je expliqué, vous verrez que la lettre de licenciement que Marc prétend que j'ai signée mardi a en fait été générée sur un ordinateur de sa suite exécutive ce matin vers 6h15, bien après que j'ai déjà été exclu du bâtiment. De plus, la signature sur sa copie est un copier-coller numérique pris d'un ancien formulaire fiscal que j'ai soumis il y a 3 ans. » Le silence dans la salle de conférence était absolu. La bouche de Marc était ouverte, mais aucun son n'en sortait. Le piège s'était refermé, et il fixait les dents d'acier enfoncées dans sa jambe. « Vous avez falsifié un document de licenciement légal pour faire taire un auditeur des risques » a dit Olivier, sa voix tombant à un registre dangereux et glacial. « Je n'ai pas. Je veux dire, Thérèse l'a rédigé » a balbutié Marc, essayant instantanément de jeter l'assistante de Solange sous le bus. « J'ai juste signé. Nous devions protéger l'entreprise. »« Vous deviez vous protéger vous-même » a dit Barthélemy. La voix du patriarche n'était plus furieuse. Elle était creuse. Il a regardé son fils et sa fille, les voyant clairement pour la première fois. Il a vu la pourriture, la cupidité et l'incompétence à couper le souffle. « Solange » a dit Barthélemy, sa voix tremblante. « Tu as utilisé mon entreprise pour financer ton aventure. Tu as essayé d'encadrer le seul homme honnête de cette pièce pour ton vol. Et tu as essayé de me voler le travail de ma vie. »« Papa, s'il te plaît » a murmuré Solange, des larmes montant enfin dans ses yeux. De vraies larmes cette fois. Pas de manipulation, mais la terreur sincère d'une femme réalisant que son filet de sécurité avait disparu. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons restructurer. Il n'y a rien à restructurer, a dit Barthélemy lourdement.
Il s'est tourné vers Olivier. Monsieur l'arbitre. Je suis d'accord avec votre évaluation. L'accord est mort. Barthélemy s'est levé, s'appuyant lourdement sur le bord de la table. Il avait l'air plus vieux, brisé. Il a pointé un doigt tremblant vers Marc. Vous êtes déchu de votre titre. Vous êtes suspendu sans salaire. À compter de 7 secondes. Rendez vos clés et votre badge de sécurité. Marc avait l'air d'aller vomir. Papa, tu ne peux pas faire ça. Le conseil d'administration. Je suis le conseil d'administration, a rugi Barthélemy, retrouvant un élan de force soudain. Sortez de mon bâtiment. Barthélemy a tourné sa colère vers Solange. Et vous, vous n'êtes plus la PDG par intérim. Vous êtes suspendu en attendant un audit médico-légal complet. Ne vous connectez à aucun ordinateur. Ne parlez pas à la presse. Vous resterez dans votre pentouse et attendrez que les avocats vous appellent. Solange tremblait, ses mains manucurées agrippant le bord de la table. Elle m'a regardé, une haine venimeuse et désespérée dans les yeux. Tu as tout gâché, chevalier. Tu as détruit notre famille. J'ai regardé la femme que j'aimais autrefois. J'ai pensé à la boîte en cèdre dans une benne sous la pluie. J'ai pensé aux années que j'ai passées à me faire petit pour qu'elle puisse se sentir grande. Je n'ai rien détruit, Solange, ai-je dit calmement. J'ai juste allumé les lumières. Vous avez fait tout le pourrissement par vous-même. J'ai rangé mon disque dur chiffré dans ma sacoche. J'ai boutonné la veste de mon costume bleu marine bon marché. Je n'avais pas besoin de rester pour les pleurs ou les supplications. Le travail était fait. Les détails étaient gardés. Je me suis dirigé vers les lourdes portes de verre. Didier était toujours figé près de la fenêtre, terrifié de bouger. Marc fixait la table, sa carrière en cendres. Solange pleurait dans ses mains, l'illusion de sa brillance complètement brisée. Je me suis arrêté à la porte et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Solange, ai-je appelé. Elle a levé les yeux, son mascara coulant sur ses joues. Je vous verrai au tribunal de divorce, ai-je dit. Assurez-vous d'apporter votre propre stylo. J'ai poussé les portes de verre et je suis sorti dans le couloir silencieux et moquetté. Derrière moi, les bruits étouffés de Barthélemy criant et de Marc faisant des excuses s'estompaient. Je suis entré dans l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton du haut léger expiré. Pour la première fois en 5 ans, l'air qui entrait dans mes poumons semblait pur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire jusqu'ici. Si vous avez aimé voir Chevalier inverser la situation face à sa belle famille toxique, laissez un commentaire disant « Je suis gagnant ». C'est notre code secret pour les vrais fans qui sont restés pour la revanche ultime. Je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire disant « Je suis gagnant ». 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'implosion au conseil d'administration. Les retombées furent rapides et impitoyables. Barthélemy a tenu ses menaces. Il a initié une purge interne massive, engageant un cabinet d'audit fédéral externe pour passer au crible les comptes de l'entreprise. Marc a été officiellement licencié et faisait actuellement face à 2 chefs d'accusation de fraude d'entreprise et un chef d'accusation de falsification de documents. Solange a été sans ménagement évincée de son poste de PDG. Sa réputation dans le milieu des affaires lyonnais réduite en cendres. Mais Solange, malgré la perte de son empire, de son amant et de son statut, possédait toujours un réservoir d'arrogance à couper le souffle. Elle a dirigé tout son venin restant vers les procédures de divorce. Si elle ne pouvait pas avoir l'entreprise, elle allait prendre mon sang. Elle voulait une pension alimentaire maximale, la moitié de mes redevances de brevet logiciel. Et surtout, elle voulait la maison, la solide maison d'artisanat à 4 chambres que j'avais achetée 2 ans avant même de la rencontrer. Elle voulait me forcer à la vendre juste pour pouvoir prendre la moitié de l'argent et me laisser sans rien. La médiation a eu lieu dans une salle de conférence stérile et grise au tribunal du centre-ville. L'air était sec et la tension était si épaisse qu'on aurait pu se casser une dent. J'étais assis d'un côté de la longue table en bois avec Arthur Valois, qui avait volontiers accepté de gérer mon divorce comme un tour de victoire. De l'autre côté était assis Solange et son avocate de divorce très coûteuse, une femme d'apparence vive nommée Brigitte, spécialisée dans la division agressive des biens. Solange avait l'air différente, l'aura de PDG poli et intouchable avait disparu. Elle avait l'air épuisée, ses yeux creux, ses vêtements de marque un peu plus amples sur sa silhouette, mais ses yeux avaient toujours cette étincelle têtue et vicieuse. Elle me fixait de l'autre côté de la table,
tapant du stylo avec impatience. Passons directement à la division des biens, a dit Brigitte, ouvrant son épais classeur. Ma cliente est prête à renoncer à sa créance sur les redevances de brevet logiciel de Monsieur Chevalier à condition qu'elle obtienne la pleine propriété de la résidence principale ou, à défaut, une vente forcée immédiate de la propriété avec un partage à 60/40 en sa faveur. Compte tenu de sa perte d'emploi actuelle. Arthur a laissé échapper un léger rire rauque. Il s'est penché en arrière sur sa chaise, ajustant ses poignets. Brigitte, vous êtes une avocate fantastique, mais votre cliente vous donne de mauvais chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire, a claqué Solange, se penchant en avant. La maison est une propriété matrimoniale. Nous y avons vécu pendant 5 ans. J'ai payé l'aménagement paysager. J'ai payé la rénovation de la cuisine. J'ai des capitaux propres dans cette propriété. Vous avez payé la rénovation de la cuisine avec des fonds de l'entreprise qui font actuellement l'objet d'une enquête fédérale pour détournement de fonds, l'a corrigé Arthur doucement. Mais ce n'est pas le propos. Le fait est que vous ne pouvez pas forcer la vente d'une maison que mon client ne possède pas. Solange s'est figée. Son avocate, Brigitte, a plissé les yeux et a regardé les titres de propriété dans son classeur. L'acte est à son nom. Il l'a acheté avant le mariage. Il l'a fait, a acquiescé Arthur. Il l'a acheté 2 ans avant le mariage. Mais il y a 3 ans, quand Monsieur Chevalier a réalisé que le mariage devenait financièrement instable, il a pris une décision très intelligente. Arthur a sorti un seul document de sa mallette et l'a glissé sur la table. Brigitte l'a ramassé, lisant rapidement. Ses yeux se sont écarquillés et une grimace lente et douloureuse s'est répandue sur son visage. Qu'est-ce que c'est, a exigé Solange, arrachant le papier à son avocate. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous n'avez pas de chance, Solange, ai-je dit, parlant pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Il y a 3 ans, ai-je continué, ma voix calme et stable, quand vous avez commencé à faire ces voyages de week-end à Bordeaux avec Didier et que Marc a commencé à contracter des prêts d'entreprise imprudents, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un pare-feu. Je ne pouvais pas protéger l'entreprise de vous, mais je pouvais me protéger moi-même. J'ai transféré la pleine propriété de la maison, l'acte et le capital dans une fiducie irrévocable au nom de ma défunte mère. Solange a fixé le document, le jargon juridique nageant devant ses yeux. Une fiducie irrévocable. Je suis le seul bénéficiaire de la fiducie, mais je ne possède pas l'actif, ai-je expliqué, regardant la réalité écraser les dernières de ses illusions. La fiducie possède la maison. Elle est entièrement protégée des lois sur la propriété matrimoniale, des créanciers et, surtout, des ex-épouses vindicatives. Mais j'ai changé les serrures, a balbutié Solange, sa voix brisée. Son cerveau court-circuitait. Elle s'accrochait au souvenir de son pouvoir perçu. Je t'ai mis dehors. Vous avez changé les serrures d'une maison que vous n'aviez aucun droit légal d'occuper, a joyeusement noté Arthur. En fait, le fiduciaire, qui est une banque neutre, est en train de rédiger une plainte civile contre vous pour vandalisme, entrée non autorisée et expulsion illégale. Brigitte a fermé son classeur avec un bruit sourd. Elle a regardé Solange, son attitude professionnelle glissant vers une profonde agacement. Vous m'avez dit que la maison était un actif ouvert. Vous m'avez menti. Je ne peux pas combattre une fiducie irrévocable qui a été établie 3 ans avant la séparation. Solange a laissé tomber le papier. Ses mains ont commencé à trembler. Elle m'a regardé, l'arrogance finalement vraiment brisée. La réalisation l'a frappé qu'elle s'éloignait d'un mariage de 5 ans sans absolument aucun levier. Pas d'entreprise, pas d'emploi, pas de maison, pas de compensation. Chevalier, s'il te plaît, a murmuré Solange. Sa voix était fine, brisée, le son d'une femme debout au bord d'une falaise, regardant les rochers. Elle suppliait. La femme qui m'avait dit de mendier 1 centime plaidait maintenant à une table de médiation. C'était le moment que j'avais imaginé dans la chambre humide du motel. Le moment de la vindication ultime, mais je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai juste ressenti un profond et lourd épuisement. Je l'ai regardée, cherchant la femme que j'avais épousée, mais il ne restait plus qu'une étrangère qui avait essayé de jeter ma vie à la poubelle. Tu m'as dit que mes clés étaient inutiles, Solange, ai-je dit, ma voix à peine audible, mais portant le poids du marteau d'un juge. Tu m'as dit de rester au bureau et de nettoyer les sols. Tu as jeté les cendres de ma mère dans une benne à ordures. Solange a fermé les yeux, une larme coulant sur sa joue. J'étais en colère.
J'ai fait une erreur. Ce n'était pas une erreur, l'ai-je corrigé. C'était un plan. Vous l'avez juste mal exécuté. Je me suis levé, boutonnant ma veste de costume. Un vrai costume cette fois, sur mesure et élégant. J'ai regardé Arthur. Avons-nous fini ici? Nous avons fini, a souri Arthur, ramassant ses papiers. Brigitte, j'enverrai le décret de divorce sans actif finalisé cet après-midi. Dites à votre cliente de le signer ou nous poursuivrons l'action civile pour l'expulsion illégale. Je suis sorti de la salle de conférence sans regarder en arrière. Derrière moi, les bruits étouffés de Solange sanglotant doucement résonnaient dans la pièce stérile. C'était un son tragique, mais c'était une tragédie qu'elle avait écrite elle-même, mot par mot, mensonge par mensonge. Les semaines qui ont suivi le règlement de la médiation ont ressemblé à une longue et lente expiration. La poussière de l'explosion s'était déposée, et le paysage de ma vie était enfin clair. Les mauvaises herbes toxiques s'étaient flétries, laissant de la place pour que quelque chose de nouveau pousse. La nouvelle de l'effondrement de la famille Barthélemy s'est répandue comme une traînée de poudre dans la rumeur financière lyonnaise. Didier, le courtier externe rusé qui pensait jouer un jeu brillant à long terme, a découvert que les enquêteurs fédéraux n'apprécient pas les sociétés écrans. Le FBI a perquisitionné son cabinet de courtage 2 semaines après le désastre du conseil d'administration. Ils ont retracé la facture de 45 800 €, ce qui les a menés à 3 autres comptes frauduleux. Didier a déposé le bilan et attendait actuellement une inculpation fédérale. La Rolex que Solange lui avait achetée allait probablement être vendue aux enchères pour payer des restitutions. Le sort de Marc était tout aussi sombre. Barthélemy, contraint de choisir entre sauver la réputation de son entreprise ou sauver son fils gâté, a choisi l'entreprise. Il a remis toutes les conclusions de l'audit interne aux autorités. Marc a été inculpé de fraude d'entreprise et de falsification de documents. L'enfant prodige qui n'avait jamais fait face à une conséquence de sa vie, était maintenant confronté à 3 à 5 ans dans un établissement à sécurité minimale. Et Thérèse, le fidèle singe volant qui avait passé des années à se moquer de mes vêtements et à répandre des rumeurs selon lesquelles j'étais un voleur. Elle m'a envoyé un message le mardi soir, « Salut, chevalier, c'est Thérèse, je sais que les choses se sont mal terminées, mais je ne faisais que suivre les ordres de Solange. J'ai été licencié lors de la restructuration. Y a-t-il une chance que tu puisses intercéder pour moi auprès de ton nouveau cabinet? J'ai vraiment besoin de l'assurance. » J'ai fixé le message, me souvenant comment elle riait quand Solange me rabaissait dans le bureau exécutif. Je n'ai pas répondu avec colère. J'ai simplement bloqué le numéro et supprimé le fil. Certains ponts n'ont pas besoin d'être brûlés. Il suffit de les ignorer jusqu'à ce qu'ils pourrissent. Quant à moi, j'avais retrouvé ma vie. La fiducie irrévocable m'a redonné le contrôle direct de la maison. Le jour où j'y suis retourné, l'air était vif, le ciel d'un bleu éclatant et perçant. Les serrures avaient été légalement changées par la banque, et mes nouvelles clés ont glissé dans le pen dormant avec un clic métallique satisfaisant. La maison était vide, dépouillée du décor coûteux et froid de Solange. Elle résonnait quand je marchais dans les couloirs, mais c'était un écho paisible. Elle était à moi. J'ai passé le premier week-end à nettoyer le jardin. Les parterres de fleurs le long du porche avant avaient été négligés, étouffés par les mauvaises herbes. J'ai passé des heures à genoux dans la terre, arrachant la pourriture, retournant la terre. C'était un travail physique difficile, le genre de travail que Marc et Solange auraient dédaigné. Mais pour moi, c'était une thérapie. Je suis allé à une pépinière locale et j'ai acheté un petit jeune cèdre. Je l'ai planté juste à côté des marches avant, à l'endroit exact où les déménageurs de Solange avaient traîné les sacs poubelles jusqu'au trottoir. C'était un mémorial tranquille pour ma mère, une promesse que les racines comptent plus que les feuilles. Ma carrière a pris un tournant inattendu. La nouvelle de la façon dont j'avais démantelé un accord corrompu de 150 millions d'euros en utilisant un registre fantôme propriétaire m'a rendu légendaire dans le monde de l'audit de conformité. Arthur Valois m'a présenté à un cabinet d'expertise comptable médico-légal de luxe qui s'occupait exclusivement de fraude à haute valeur nette. Ils m'ont offert un partenariat senior, le double de mon ancien salaire, et une autonomie complète sur mon logiciel. Pour la première fois de ma vie, je ne me battais pas pour une place à la table. Je possédais la table. J'étais assis sur le porche un soir, regardant le soleil plonger sous l'horizon, peignant les nuages de nuances de violet et d'orange meurtri. J'avais une bière fraîche à la main et mon chien, un bâtard que j'avais adopté une semaine auparavant, dormait à mes pieds.
Le calme était profond. Je n'avais pas à vérifier mon téléphone pour des SMS de colère. Je n'avais pas à me préparer à des insultes subtiles déguisées en blagues. Je n'avais pas à calculer les risques de vivre dans ma propre maison. Une berline sombre s'est arrêtée au trottoir de l'autre côté de la rue. Le moteur a tourné au ralenti pendant longtemps. Je l'ai regardé, mon pouls restant lent et stable. Je savais qui c'était. L'univers exige toujours une scène finale pour clôturer le rideau. La porte côté conducteur s'est ouverte et Solange est sortie dans la lumière déclinante. Elle avait l'air petite, dépouillée de son armure corporative, des coiffures coûteuses et de son sourire arrogant. Elle n'était qu'une femme debout dans la rue, réalisant qu'elle avait incendié son propre abri. Elle a hésité au bord de l'allée, levant les yeux vers la maison. Elle a vu le jeune Cèdre. Elle m'a vu assis sur le porche dans un t-shirt et un jean délavé, la regardant sans la moindre pitié ni colère. Elle a lentement remonté l'allée. Je ne me suis pas levé pour la saluer. J'ai juste bu une gorgée de ma bière et j'ai attendu. Solange s'est arrêtée au bas des marches du porche. La brise du soir a soulevé ses cheveux, les poussant sur son visage pâle. Elle a serré son fin gilet plus fort autour de ses épaules. Elle a regardé le porche, les solides colonnes en bois que j'avais poncées et peintes moi-même des années auparavant. Et puis finalement, elle m'a regardé. « Chevalier », a-t-elle dit, sa voix fragile, tremblant légèrement dans l'air frais. Je n'ai pas répondu. Le chien a levé la tête, a laissé échapper un œuf bas et interrogateur, et a reposé son menton sur ses pattes. « Je sais que je ne suis pas censé être ici », a poursuivi Solange, déglutissant difficilement. « L'avocat a dit que je ne devais pas te contacter, mais j'avais besoin de te voir. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. Un seul mot. Dépourvu d'émotion. Elle a tressailli. « Parce que je me noie, chevalier. Papa ne me parle plus. Il a coupé ma fiducie pour payer les amendes de l'entreprise. Le conseil d'administration me poursuit pour négligence grave afin de recouvrer les frais juridiques. Je vis dans un studio dans un quartier où je passais sans verrouiller mes portes. » Elle a baissé les yeux sur ses mains. Les bagues en diamant avaient disparu. Probablement mises en gage pour payer les honoraires de Brigitte. « Je suis venu te demander d'abandonner le procès civil, » a-t-elle murmuré, les mots sonnant comme du verre se brisant dans sa gorge. La banque me poursuit pour l'expulsion illégale et le vandalisme de cette maison. Les dommages et intérêts s'élèvent à plus de 60 000 €. Si j'obtiens un jugement contre moi, je devrais déclarer faillite. S'il te plaît, chevalier, tu as gagné. Tu as tout ce que tu voulais. Dis juste au fiduciaire de l'abandonner. Laisse-moi partir. Je me suis rassis sur ma chaise. Le bois a grincé doucement. J'ai regardé la femme debout dans mon allée, implorant la miséricorde. J'ai pensé au clic de l'interphone dans le département de la conformité. Aujourd'hui est votre dernier jour où mendier 1 centime. J'ai pensé à Marc riant. Vos clés sont inutiles. J'ai pensé à la boîte en cèdre dans la benne. La pluie lavant le verre brisé de la photo de ma mère. Solange, ai-je dit, ma voix calme, presque douce. Je n'ai pas gagné. On ne peut pas gagner un divorce. On y survit juste. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'en haut des escaliers, la regardant. Tu veux que je dise à la banque d'abandonner le procès, ai-je continué. Tu veux que je te sauve des conséquences de tes propres actions, tout comme je sauvais Marc de ses mauvais prêts. Tout comme je sauvais l'entreprise des audits fiscaux. Tu cherches toujours le fantôme pour faire le travail. Je suis désolé, a-t-elle crié, les larmes débordant enfin. Je sais que j'ai été horrible. Je sais que nous nous sommes brisés, mais il ne me reste plus rien à te donner. Je ne veux rien de toi, Solange. C'est le but. J'ai secoué lentement la tête. Quand tu as changé les serrures de cette maison, tu ne m'as pas seulement mis dehors. Tu t'es enfermé avec une version de toi-même qui pensait que la cruauté était le pouvoir. Tu pensais que parce que j'étais silencieux, j'étais faible. Mais la vérité est que j'étais juste patient. Elle m'a regardé, les yeux implorants, désespérés d'une bouée de sauvetage. Chevalier, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu m'as dit que mes clés étaient inutiles, Solange, ai-je dit, la finalité résonnant dans l'air frais de la nuit. Maintenant, tu ne mérites même pas de te tenir sur les marches. Je me suis retourné, j'ai regagné ma chaise et j'ai repris ma bière. Le chien s'est levé, sentant le changement d'atmosphère,
et a poussé ma main de son effroi. Ne reviens pas ici, Solange, ai-je dit, sans la regarder. Fais en sorte que ton avocat t'appelle la banque. J'ai entendu une inspiration brusque, un sanglot étouffé, puis le bruit de ses talons claquant lentement sur l'allée en béton. La portière de la voiture s'est ouverte, s'est refermée lourdement, et le moteur a démarré. J'ai regardé les feux arrière s'estomper dans la rue, tournant au coin et disparaissant dans l'obscurité. Je n'ai pas ressenti d'adrénaline. Je n'ai pas levé le poing en l'air. J'ai juste ressenti la paix. La paix profonde et apaisante d'un grand livre enfin équilibré. Les gens pensent que la vengeance, c'est des cris et des confrontations dramatiques. Ce n'est pas ça. La vraie vengeance ne consiste pas à détruire l'autre personne. Il s'agit de reprendre son propre pouvoir si complètement qu'il devienne entièrement insignifiant pour votre avenir. Il s'agit de les laisser construire leur château sur le sable pendant que vous coulez tranquillement votre propre béton. Ils voulaient me laisser comme un concierge, nettoyant leurs dégâts. Au lieu de cela, ils m'ont remis le balai et je les ai balayés de ma vie. Alors, c'est mon histoire. Solange a perdu son entreprise, sa fortune et le respect de sa famille. Elle s'est tenue dans mon allée, me suppliant d'abandonner un procès civil qui la mènera probablement à la faillite.